Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Accès Direct. Il est 18 h. Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, Accès Direct, 30 minutes pour découvrir, pour de découvertes en Sava Mont Blanc. Rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct pour vos questions, vos commentaires, vos réactions par rapport à ce programme. Ce soir au programme, nous parlerons culture avec Jean-Marc Villarmé du Festival des Arts Jaillissants. Et puis on fera un petit focus sur deux entreprises locales avec Audrey Relais, créatrice de bijoux, et Camille Weber et Nicolas Emerio qui fabriquent eux des lunettes. Salut Pauline. Salut Seb. Alors, tout de suite après cette émission, on se retrouve pour le JT. Au programme ce soir, on va parler notamment d'un refuge pour animaux. Oui, le refuge de l'Espoir en Haute-Savoie. Alors, il a des nouveaux locataires plutôt atypiques. Alors, on le voit sur ces images, ce sont des chameaux, des chèvres et des lamas qui ont élu domicile en fait depuis quelques jours. Alors, ils n'ont pas pu sortir du territoire. Ils faisaient partie d'un cirque. Ils n'ont pas pu sortir du territoire à cause de la fièvre catarrhale. Donc, c'est le refuge pour l'instant qui les garde jusqu'à ce que la quarantaine soit levée. Donc, Jean-Paul Crespi est allé y faire un tour. Il s'est fait des nouveaux copains. Et puis, une exposition au Pinel. Oui, on l'a reçu dans cette émission lundi, c'était Olivia Opinel qui fait une exposition plutôt originale puisque c'est donc des Opinel spéciaux. Il y a des centaines d'artistes qui ont travaillé sur ce projet. Donc Kimberly Trio est allé faire un tour et nous fera découvrir cette exposition. Allez, on passe à la revue de presse. On commence avec une petite révolution pour le téléphérique du Mont-en-Vert. C'est la commune de Chamonix qui a obtenu un crédit supplémentaire de la part du département. 1 million d'euros supplémentaires qui s'ajoutent aux 5 millions déjà existants pour donc déplacer le téléphérique du Mont-en-Vert, entre autres. Alors le plan prévoit notamment la réalisation d'un centre d'interprétation des glaciers de 300 mètres carrés sous la terrasse du panoramique et le remplacement donc, de la télécabine de la mer de glace dans l'idée de tenir compte du recul du glacier et de faire disparaître les échelles et les escaliers que l'on peut voir. L'un des objectifs de ces aménagements lourds, c'est également surtout de préserver donc, la fréquentation autour de ce site, puisqu'en 1990, il y avait 1 million de voyageurs qui utilisaient le Mont-en-Vert et en 2015, la fréquentation n'était plus que de 600 000 visiteurs. Donc cette réorganisation du site pourrait permettre d'augmenter de nouveau le nombre de touristes et découvrir ce fabuleux panorama. Une idée pratique à présent, des sous-vêtements pour cavaliers. Exactement, parce que... C'est vrai qu'on n'y pense pas. Alors, on n'y pense pas. Alors, moi, j'ai fait un peu de cheval, mais bon, pas assez pour, en tout cas, me rendre compte que ça pouvait être désagréable d'avoir des sous-vêtements normaux. Alors, l'entreprise, elle s'appelle Astco, si je ne me trompe pas. C'est deux femmes qui ont lancé leur projet en juin 2017. Et donc, elles ont dessiné des modèles et démarché des entreprises susceptibles de confectionner des coutures de haute technologie, voire sans couture pour ces sous-vêtements. Alors, c'est finalement en France, parce qu'au début, ils sont allés en Lettonie. Finalement, en France, ils ont trouvé un bureau d'études pour pouvoir faire leur projet. Et puis, donc, ils vont réaliser des prototypes de dessous adaptés pour hommes et pour femmes, donc des culottes, des shorties, des tangas et des boxers. Les dirigeantes ont aussi convaincu des champions et pas des moindres, Nicolas Astier, double médaillé olympique du concours complet, ou encore Thomas Carlin. Donc la réception de leurs prototypes, ça devrait être au mois de mars 2018, et puis on pourra peut-être en voir et les essayer si tu connais des gens qui font du cheval. Donc voilà, il faudra leur demander. A priori, ça devrait ou une idée cadeau de Noël. Enfin, dans les prototypes, c'est mars 2018, mais donc pour Noël d'après, ça fait une idée d'après. Et on continue, toi Seb, à parler, on reste un peu dans l'univers du sport aussi. Oui, alors une initiative intéressante du côté de Genève où 4 anciens sportifs de haut niveau ont décidé d'ouvrir un bureau de conseil en tout genre. Juliane Robrac qui est judokate, Swan Auberson, une nageuse, Sébastien Chevalier qui fait du beach volley et Lucas Tramer ont tous un point commun. Ils ont participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ils ont créé une association qui s'appelle Sporty Genève, une sorte d'office du tourisme du sport. L'ouverture du Subureau situé aux 4 rue Hans Wildorf, juste à côté de la patinoire des Vernets, là où joue le Servette Genève, est prévue le 4 décembre prochain. Alors ça va s'adresser à tous les parents, aux sportifs, et même à un club. Si un club a besoin d'une salle, on va directement dans ce bureau. Donc Sporty Genève travaille déjà à l'élaboration d'une application pour smartphone d'ici 2018. Et puis on reparle de la disparition du caporal. Oui, Arthur Noyer, vous savez, qui avait disparu le 12 avril 2017 du côté de Chambéry, caporal du 13e BCA. Il est de Bourges. Et donc ce dimanche, il y a eu lieu, vous le voyez sur ces images, un grand rassemblement à Bourges, dans le département du Cher, où 500 personnes ont tenu à rendre hommage à Arthur Noyer et à sa famille. La mobilisation a eu lieu donc ce dimanche, c'était la date anniversaire. C'est la date anniversaire du militaire. Les personnes rassemblées ont formé une chaîne humaine afin de composer le prénom Arthur. Un anniversaire particulier, bien évidemment, pour la famille, pour les parents, qui intervient alors que l'enquête est aujourd'hui dans une totale impasse. Dernière chose, il faut savoir que désormais, Arthur Noyer n'est plus à présent considéré comme déserteur, mais il est officiellement porté disparu. Affaire à suivre, on espère que cette affaire finira bien peut-être. Merci Pauline, on se retrouve tout à l'heure. Oui. Allez, c'est l'heure de passer à notre invité du jour. Je vous invite à vous asseoir, monsieur Jean-Marc Villarmé. Alors, vous êtes le cofondateur du festival Les Arts Jaillissants à Montsapé en Maurienne, un festival que vous avez donc fondé avec votre frère il y a 25 ans, mais un festival en danger.
Un festival en danger, en tout cas un beau festival d'abord, comme vous venez de le souligner en effet, parce qu'il a une très belle histoire. En Savoie-Mont-Blanc, les arts jaillissants ont 25 ans, c'est notre slogan. Festival historique. Festival historique, c'est en effet l'un des plus anciens, comme vous le dites, des pays de Savoie. En danger parce que tout simplement nous sommes à un carrefour de renouvellement d'une équipe et puis nous avons eu beaucoup de partenaires jusqu'à présent et ces partenaires sont amenés à prendre des décisions importantes pour assurer la pérennité des arts jaillissants aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à cette réflexion de vous dire bah, on est un petit peu en danger là? Est-ce qu'il y a eu des éléments précis? Oui, nous avons vu évoluer le territoire au cours de ce quart de siècle. Il est aujourd'hui traversé par la déprise rurale et c'est vrai que c'est une difficulté majeure. Comment aménager la montagne? Comment aménager la montagne en dehors des stations de sport d'hiver? Il y a là un enjeu fondamental et qui repose sur une réflexion engagée à la fois du côté politique, mais aussi par tous les acteurs du territoire dans le domaine culturel, tout particulièrement. Alors vous en appelez clairement aux élus, puisque pour tenter de sauver le festival, vous réunissez une cinquantaine d'acteurs qui vous ont accompagné depuis le début décembre. C'est ça, le 8 décembre prochain, nous faisons appel à eux. Ils ont porté les arts jaillissants, nous les en remercions. Ils sont partenaires à part entière, ils font partie de notre équipe. C'est une grande famille, les arts jaillissants, vraiment. Et nous avons besoin d'eux pour pouvoir prendre de bonnes décisions tous ensemble, pour savoir ce que va devenir cette structure qui dépasse de très loin l'événementiel, puisque nous recherchons aujourd'hui à créer de l'emploi. Et nous faisons des propositions très concrètes dans ce sens. Et puis, bien entendu, cet emploi doit passer par des investissements structurants sur le territoire. Et nous voulons leur poser un certain nombre de questions à tous nos partenaires pour savoir comment ils songent à l'avenir de la Maurienne, mais plus généralement de ces territoires de montagne qui ne constituent pas des stations de sport d'hiver. Vous vous sentez délaissé aujourd'hui? Non, on n'en est pas encore là. Il y a depuis quelques mois ou quelques années des signaux, si vous voulez, avant-coureurs, qui pourraient nous faire penser que cet espace est un petit peu délaissé, mais je n'ose pas le croire. Et mon frère jumeau est dans le même état d'esprit. Nous sommes constructifs et nous voulons aller plus loin, porter des projets que nous avons proposés déjà depuis quelques années. Et nous espérons que l'un d'entre eux retiendra l'attention des décideurs, que ce soit bien sûr la classe politique, mais aussi dans le domaine économique, parce que je pense qu'on est aujourd'hui à un carrefour et il va falloir ménager à la fois, enfin, en tout cas utiliser des fonds privés et des fonds publics pour créer un projet de territoire qui tienne la route pour, à minima, les 25 prochaines années. Quels vont être précisément les axes de travail durant cette journée du 8 décembre? Eh bien, écoutez, on va d'abord faire un bilan. Je crois que c'est intéressant, à un moment de se poser et puis de regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et puis surtout, on va faire un tour de table. Nous souhaitons regarder quels sont les acteurs potentiels qui peuvent accompagner des projets en montagne. Et nous ne doutons pas de leur présence parce qu'ils ont tous un mot à dire, ils ont tous une responsabilité. Voilà, ce mot responsabilité est très important, c'est une responsabilité partagée. Alors, il y a 25 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à créer ce festival avec votre frère jumeau? C'est une belle aventure. Nous étions tous les deux historiens, enfin nous commencions à sortir un petit peu du nid. Nous étions étudiants à l'université Savoie-Mont-Blanc et nous avions sous les yeux un territoire qui était déjà en difficulté puisque son patrimoine venait d'être classé monument historique. L'église Saint-Barthélemy de Montsapet venait d'être inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et le grand décor de Pierre Moretti, un décor en trompe-l'œil, venait d'être classé monument historique. Et malgré tout, ce n'est pas parce que les bâtiments sont préservés sur le papier qu'ils ne sont pas en danger. Et nous avons eu cette idée avec le maire, mais aussi avec le diocèse de Savoie, de pousser les portes de l'édifice pour permettre aux Savoyards et puis à tous les habitants de la région et au-delà même de redécouvrir ce patrimoine en profitant notamment des journées européennes du patrimoine. Et ça a été un très grand succès et c'est comme ça que les arts jaillissants ont démarré. Alors c'est une manifestation un peu touche à tout, hein. Il y a des concerts, des expositions, même des randonnées. Vous essayez de ratisser le plus large possible? Oui, je dirais qu'en fondant les arts jaillissants, nous avons travaillé sur deux volets différents.
Le premier, il s'agit de sensibiliser l'opinion à la création artistique contemporaine, mais il y a un deuxième volet qui figure très clairement dans les statuts des arts jaillissants. Il s'agit de contribuer au développement de la vie locale en montagne. Et c'est sur ce point précis que nous sentons qu'il y a des faiblesses et nous ressortons des dossiers qui ont été concrétisés par nos prédécesseurs, les générations précédentes. Et il y a du bon sens dans un certain nombre de documents et nous souhaitons qu'aujourd'hui, les élus comprennent qu'il y a des enjeux majeurs à la montagne. Cette montagne qui connaît la friche, qui se referme à cause d'une végétation envahissante et puis une démographie qui stagne depuis maintenant un bon demi-siècle. Et il faut prendre des décisions importantes pour les générations de demain. Ce festival, c'est aussi une façon de faire vivre le village de Montsapé, hein, qui compte moins de 70 habitants. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. En un demi-siècle, ça stagne. Bon, c'est une période tout à fait historique dans l'évolution de la contrée, comme beaucoup de villages de montagne, malheureusement. Mais c'est parce que nous sommes confrontés à la difficulté que nous allons, je crois, tous ensemble pouvoir rebondir et faire en sorte que de beaux projets pour l'avenir puissent être développés dans notre région. Pour en revenir à cette journée du 8 décembre, est-ce que vous prendrez, au terme de cette journée, une décision ferme et définitive quant à l'avenir du festival? Oui, il faudra décider. Je veux dire par là que mon frère jumeau et moi-même pilotons cette structure depuis fort longtemps. Nous sommes à même de proposer, et le grand public en a largement conscience, nous proposons énormément de projets différents. Nous participons également avec les collectivités à des discussions, à des échanges. Le SCOT de la Maurienne a été discuté il y a très peu de temps. Nous étions présents, bien entendu, mais dans d'autres structures. Sauf qu'à un moment, à force d'être force de proposition et de ne pas voir se concrétiser des projets, eh bien, l'énergie s'estompe, en tout cas diminue fortement. Et donc, nous souhaitons que les uns et les autres aient bien conscience que nous avons offert 25 ans de notre existence, avec plaisir, passion, bien entendu, mais qu'au-delà, il convient de créer de l'emploi. Et je crois que la culture est génératrice d'emplois. Le tourisme, c'est une très belle carte dont dispose le territoire. Et l'un et l'autre peuvent permettre la gestation de magnifiques projets. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc. On espère que ça va s'arranger. Bon courage en tout cas pour la suite. Merci à vous. Bonne soirée. Merci bien. Allez, j'accueille à présent ma nouvelle invitée, Audrey Relais. Je vous invite à vous asseoir sur ce fameux canapé d'accès direct. Alors vous êtes créatrice de bijoux. Oui. Et vous avez monté de bijoux et de montres. Et vous avez monté les bijoux Guizou, Oui, c'est bien ça? Bijoux Guizou, c'est ça. D'où est-ce que ça vient, cette idée, cette envie de créer des bijoux? Alors, j'ai toujours été très bricoleuse. Depuis que je suis toute petite, je dessine, je fabrique, voilà. Et puis, il y a 3 ans, j'ai commencé à me faire des bijoux pour moi. Et mes copines m'ont dit « Ah, c'est joli, nous, on aimerait bien t'en acheter. » Donc, je me suis lancée. Et puis voilà, j'ai essayé une année et j'ai créé mon entreprise l'année suivante. Où est-ce que vous puisez votre inspiration et votre créativité? C'est une bonne question. Je regarde pas mal ce qui se fait en vêtements déjà dans les magasins. Et puis après, j'aime bien la couleur, j'aime bien le style ethnique. Et puis voilà. Ce que vous portez, ce sont vos créations? Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous qualifiez votre style? C'est quoi le style C'est varié, mais c'est... des bijoux Guizou? Ouais. Donc là, par exemple, c'est vrai que c'est plus des bijoux qui sont au style ethnique. Après, j'ai beaucoup de styles que j'aime bien. J'aime bien aussi les bijoux un peu vintage, donc j'utilise beaucoup de métal bronze. Par exemple, j'aime bien les plumes, j'aime bien les pompons, voilà. C'est tout ce qui est tendance en ce moment. Oui, ouais. c'est voilà. Vous essayez de vous adapter Exactement. au mode. Alors vos bijoux sont faits main, 100%, Tout à 100% fait. français. Oui. Vous tenez particulièrement, j'imagine, à cette authenticité. Oui. Pour se différencier de ce qui se vend en magasin. Et puis, donc voilà, toutes les créations que je fais, elles sont uniques. Et puis, voilà. Quand vous dites unique, c'est-à-dire que, donc j'ai vu, votre slogan, c'est « Vous êtes unique, vos bijoux aussi ». Ça signifie quoi? Ça signifie que, est-ce que vous proposez la possibilité de faire des bijoux sur mesure? Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? Des Bah, gens, du coup, on prend contact avec vous et puis… Voilà, sur ma page Facebook, ça met, voilà, cette semaine déjà, j'ai fait une parure avec un sautoir, des boucles d'oreilles assorties, une bague. Voilà, on me demande, on me montre un modèle et puis après, je prends les coloris qu'on me demande et puis je travaille comme ça. Comment on fait justement pour arriver à faire en sorte que chaque pièce soit unique? J'imagine que ça demande une imagination sans faille. Oui. Après, il y a des modèles des fois que je retravaille. Je vais changer quelques éléments et puis des modèles qui fonctionnent bien.
forcément. Des produits un petit peu dérivés, on va dire. Voilà, ouais. Donc du coup, je fais par série, mais chaque modèle reste unique quand même. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des anecdotes de demandes de création un petit peu particulières jusqu'à présent? Alors j'ai eu pas mal de commandes pour les maîtresses ou enfin pour la fin de l'année avec des petits messages du coup personnalisés. Donc voilà, j'ai commencé à essayer de graver aussi du coup des petits médaillons. C'est encore pas tout à fait au point, mais voilà. Vous avez aussi l'envie de partager vos compétences parce que j'ai Oui. vu que vous faisiez même des petits tutoriels. Oui, alors ça j'ai commencé il y a le mois dernier, donc Ouais. c'est un début pour l'instant. Comment Encore. est-ce que vous expliquez le fait que ça marche de plus en plus, ces petites fabrications fait main, qu'on ait envie d'aller en circuit court, le fait de fabriquer ses propres objets, ses propres bijoux pour le coup? Bah déjà, peut-être aussi le côté unique, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire de leurs mains en fait. En plus, moi, je suis enseignante, donc c'est aussi mon métier d'apprendre, donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans. On va d'ailleurs regarder un petit extrait de vos tutos. Allez. Bonjour à tous et bienvenue pour le premier tuto de Guizou. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite paire de boucles d'oreilles mini attrape-rêve. Donc voilà, vous voyez qu'elle fait à peu près 5 cm de longueur, donc elle peut convenir aux adultes comme aux jeunes filles. Voilà, alors pour faire cette paire de boucles d'oreilles, vous aurez besoin d'une pince plate à bout fin. Et si vous voulez éviter de vous casser les ongles aussi avec les anneaux, vous pouvez utiliser une petite bague comme ceci. Et ensuite, un kit que vous pouvez trouver sur mon site bijouguizou.fr. Alors vous allez voir que c'est assez simple à réaliser. Donc il suffit juste d'assembler tous les petits éléments avec les anneaux ensemble. Donc voilà. Donc on peut commencer, on prend un anneau, un petit. Alors, en plus comme ils sont tout petits, la bague est utile parce que sinon souvent... Hop. Pour la suite, rendez-vous sur votre page YouTube. Oui, Ouais. alors j'ai une vue, Une une vidéo. Les boucles d'oreilles que vous avez, combien de temps d'élaboration, de fabrication pour une pièce comme celle-ci? Alors celle-ci, je ne sais pas, mais le bracelet que j'ai là, voilà, j'ai mis à peu près 2 heures. Ah, donc c'est rapide. Donc voilà. Vous commencez à avoir la main? Oui. Alors, moi je suis assez content parce que j'ai vu sur votre site internet que vous faites également des bijoux, en l'occurrence des bracelets pour hommes. Oui. Et c'est assez rare Oui, de c'est trouver. C'est aussi un créneau que vous cherchez, pourquoi pas? Oui, alors ça m'inspire moins, mais après, voilà, c'est aussi voilà, parce que j'ai eu des demandes, donc que j'ai commencé à faire ça. J'ai aussi une gamme pour les enfants. Ça, j'ai commencé à l'agrandir un peu plus, ma gamme pour enfants. Ça marche bien aussi. Et puis c'est des petits prix, donc voilà. Cet été, vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat, pardon, avec un site internet notamment destiné à la vente. Ça a été un choix facile à faire? Non. En fait, j'étais sur la plateforme Little Market avant. Et puis, comme elle a fermé, il a fallu trouver une autre solution. Et comme après, l'autre solution, c'était Etsy. Et il y a déjà beaucoup de concurrence sur Little Market. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer. Mais ce n'est pas forcément mon métier, donc ça prend du temps. Ça change quoi concrètement d'être auto-entrepreneur? On peut participer à des salons auxquels on n'a pas le droit de participer autrement, parce qu'il faut être professionnel. Donc, par exemple, les journées filles, c'est d'ailleurs avec ça que j'ai pu me lancer aussi, parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc, voilà, participer à des événements et puis développer l'entreprise aussi, parce qu'on est limité quand on n'est pas professionnel. Je crois que je connais la réponse parce que vous m'avez dit que vous êtes enseignante. Oui. Mais donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore en vivre? Pas tout à fait. Est-ce que c'est l'objectif un jour? Oui. Pourquoi pas d'arriver à en vivre complètement? J'aimerais bien. Un mot sur les matériaux utilisés? Oui, alors du coup pour l'instant j'utilise pas forcément d'argent ou de choses comme ça parce que ça coûte plus cher. Donc du coup le statut d'auto-entrepreneur ne serait pas adapté. Donc j'utilise des métaux, des alliages de métaux. Après je fais attention aux allergies parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques. Et Bon, puis on fait partie. voilà, oui. Donc c'est quoi? C'est des C'est produits fréquent, c'est très fréquent. anti-allergiques? Du coup voilà, il n'y a pas de nickel, pas de plomb et puis c'est des métaux du coup voilà qui sont spécifiques pour ça. Et puis après, j'aime bien utiliser le cuir aussi. Et puis voilà, les perles en verre, des choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup, Audrey. De rien. Bonne continuation et puis Merci. longue vie au Bijou Guizou. Merci. Merci bien. Au revoir. Allez, on passe à notre dernière rubrique du jour avec On en parle. J'ai deux invités pour le prix d'un ce soir. Camille Weber et Nicolas Emerio de la marque Kikiz. Installez-vous. Bonsoir. Première question assez terre à terre. Pourquoi ce nom, Kikiz? Alors en fait,
Nous, on est issus des années 80 tous les deux, donc c'est plutôt un clin d'œil en fait à toutes ces marques qui ont bercé notre enfance. Donc ça va être autant Walkiki, Smarties, D'accord. voilà. Le On a mix. fait un mix Ouais. et puis voilà, on a voulu un nom qui était court et facilement mémorisable et puis Kiki's est né. D'accord. Alors, vous fabriquez des lunettes, on dit des lunettes glaciers ou c'est style glacelé? On est sur des lunettes glaciers? On est sur des lunettes glaciers, mais pas que. Nous, on les destine à être urbaines et glaciers. Donc, on a un produit qui est customisable et qui est unique parce qu'on a des coques qui sont amovibles en cuir. Et donc, on a plusieurs styles de lunettes. On peut retirer les coques et avoir une lunette classique. Plus classique, plus urbaine. Ou alors une lunette typiquement glacier, hop, avec les coques en cuir. Qu'est-ce que c'est les lunettes glaciers, concrètement? À la base, c'est des lunettes qui, en tout cas, il y a eu un fort engouement dans les années 70 qui étaient vraiment destinées à l'alpinisme, Comme son nom l'indique. voilà, mais de très haute montagne, l'ascension du Mont Blanc, enfin, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un milieu très sportif et très haut niveau. Alors, racontez-nous un petit peu comment c'est né, ce projet de Kiki's. Et ben, ça a commencé avec ça. Voilà, c'est une lunette typiquement glacier des années 80. On est retombé sur un vieux stock dans une petite station de Haute-Savoie. Il y a, Les Brasses, il me semble. Les Brasses, exactement. Il y a 4 ans de ça. Et puis, on avait oublié nos lunettes de soleil, voilà. Et on est tombé sur ces lunettes. On a acheté 2 paires parce qu'on les trouvait, voilà, elles avaient un petit côté kitsch, mais qui était sympa à la fois. Et on a commencé à les mettre pendant nos sorties. Et puis plusieurs personnes ont dit « Ah, c'est marrant, on avait les mêmes lunettes quand on était petits, elles sont sympas, vous les avez achetées où ?» etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bah, « Peut-être il y a quelque chose à faire en repensant un peu le modèle, en l'allégeant, en le modernisant. » Et puis voilà, en ayant plus seulement une lunette glacier destinée à la haute montagne, mais une lunette urbaine qui s'accessoirise justement avec des coques et qui devient glacier. Mais voilà, mais plus vraiment sortir la lunette en fait glacier des montagnes pour en faire une lunette de ville. Finalement, c'est pas un hasard de revenir au vintage vu que c'est complètement redevenu tendance. C'est complètement revenu tendance. Nous, on surfe sur la tendance, on va dire. Maintenant, on reste quand même sur des produits vintage, mais actualisés. Donc, on mixe les deux. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour les designs? Alors les designs, ça va être assez varié. Dans la lunette, je dirais que les formes restent assez basiques. En tout cas, nous, on a fait le choix d'avoir des montures plutôt classiques. Je dirais que c'est plutôt sur les coques qu'on va vraiment être inspiré, qu'on va jouer la différence. Donc on est parti sur la lunette glacier pure, donc, qui est avec des accessoires en cuir. Et puis cette année, par exemple, voilà, on a fait un partenariat avec Arpin, qui est donc une des dernières filatures situées en Savoie. Donc on a des coques en laine, on a fait des coques en jean également pour avoir vraiment l'esprit urbain. On a aussi des côtés un petit peu plus fun parce que voilà, on Léopard. est très léopard, le côté disco parce que c'est sympa aussi pour les fêtes de fin d'année ou pour enfin voilà. Donc notre inspiration, je dirais qu'elle est autant basée sur nos générations des années 80 et puis sur la mode et les tendances aussi, puisque ça permet en fait, comme les coques sont disponibles à la vente individuellement, une fois qu'on a une paire de On Kiki's, peut vraiment faire les combinaisons qu'on veut. voilà, on peut racheter des coques chaque année, on peut changer son style, donc voilà. Quel est l'état d'esprit, la philosophie de votre entreprise? Alors, on est une start-up. Notre slogan, c'est Keep Cool, Wear Kiki's. C'est-à-dire, avoir un produit made in France, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Aujourd'hui, on fait travailler des entreprises. On commence à travailler pour nous, à se salarier. On a cette énergie de vouloir faire du made in France. Ça, c'est la base. Après, c'est faire des produits qui soient sympas, comme on les voudrait pour nous, et les partager. Donc, c'est vraiment sans se prendre la tête. Et on mélange tout ça. Et puis, ça fait des Kiki's. Vous étiez issu du monde de la lunette ou pas du tout? C'était un monde qui vous était complètement inconnu? Pas du tout, moi j'étais dans le marketing et dans la haute joaillerie. Et puis, moi, j'étais dans l'automobile. Ah oui, donc c'est vraiment Rien à voir. Non, un non. pur hasard. Voilà. Comme mon invitée précédente, tout à l'heure, Audrey Relais, vous avez souhaité donc miser sur une production 100% locale, 100% française. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix qui est évident pour nous. Proximité, le même langage.
par les coûts qui sont un petit peu gênants de temps en temps, c'est vrai que quand vous arrivez face à un entrepreneur et que vous pouvez discuter effectivement du même langage, quand il comprend vos projets, il comprend votre produit, vous gagnez du temps. Il y a aussi une raison écologique. Parce qu'aujourd'hui, quand nos lunettes elles sont fabriquées dans le Jura, eh ben, c'est à 1 heure de la maison. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux pour le stockage, pour les transports. Voilà, donc c'est toutes ces petites raisons associées qui nous ont fait nous dire finalement aller faire des produits délocalisés alors qu'on a toute la matière et les cerveaux pour bien les faire en France, surtout sur la lunette. Donc dans le Jura, il y a vraiment un bassin de lunetiers, il fallait en profiter. Alors, c'est possible, on le voit, mais est-ce que c'est facile de produire du 100% Made in France? Alors, en soi, je dirais que oui, c'est facile parce que les entreprises existent. Après, je dirais que ce qui est plutôt difficile, c'est que nous, on démarre, on n'est pas de ce milieu-là. Et arriver avec de beaux projets face à parce qu'on a quand même de belles marques qui sont aussi faites en France, c'est plutôt de trouver sa place dans des milieux qui sont quand même industriels, mais qui datent d'un certain temps. Donc, on n'a pas la même façon de travailler. C'est plutôt là, je dirais, que se situe la difficulté. Après, en soi, le cuir, c'est pareil. On se fournit essentiellement dans 2 tanneries qui sont une dans la Drôme et une en Alsace. Donc, je dirais que tous les savoir-faire et tous les matériaux sont là. Voilà, il faut juste être un peu patient par moment. Vous aussi, donc, vous êtes lancé, vous êtes auto-entrepreneur? Non, Non. c'est le même statut, non? Non, on a créé une entreprise. Une entreprise. Ouais. Ça correspond à vos attentes Bien sûr. pour le moment? Pour le moment, ça correspond à nos attentes, que ce soit en termes de distribution, de développement de l'entreprise. Maintenant, il faut continuer à grandir et puis l'avenir nous dira si c'est une bonne chose ou pas. Là, avec la saison qui commence, les fêtes de fin d'année, c'est une période que j'imagine que vous attendez avec impatience? Là, on passe nos journées dans les colis, dans les expéditions. Mais c'est ça qui est bien parce qu'il y a une belle énergie et une bonne effervescence. Donc, c'est là où on est content. Justement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer des lunettes Kiki sur Internet, j'imagine, peut-être des magasins physiques? Alors, nous, on a un site en ligne de e-commerce sur lequel on peut acheter les lunettes. Et après, en tout cas, dans la région Rhône-Alpes, on est pas mal représenté, notamment Savoie, Haute-Savoie, sur Annecy également, beaucoup en station de ski. Alors, et puis je rajoute, on est principalement représenté chez les opticiens, qui sont des opticiens indépendants, qui ont la culture du produit, qui ont la culture on leur raconte une histoire, et c'est notre histoire, et cette histoire elle a du sens, donc eux, ils la partagent. D'accord. Donc c'est vraiment un canal de distribution qui est important pour nous. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Camille, Merci Nicolas, et puis bonne chance, Merci. bon courage pour la saison. Merci à vous. beaucoup. Merci bien. Pauline Courceau de retour sur le plateau. On va parler du JT, des titres du JT, qui sera diffusé juste après cette émission. On commence avec un refuge un petit peu particulier pour des invités de luxe. C'est ça, des nouveaux locataires insolites. C'est Jean-Paul Crespi qui est allé les rencontrer. Ce sont des chameaux, des chèvres, des lamas. Alors, ils ont le domicile depuis quelques jours. Alors, la raison, c'est qu'il y avait un cirque dans le coin, qu'à cause de la fièvre catarrhale, les animaux n'ont pas pu sortir du territoire, donc il leur fallait un refuge. Le cirque fallait bien qu'il continue sa route. Donc, pour l'instant, les animaux sont là-bas. Le propriétaire du cirque viendra rechercher ces animaux quand la quarantaine sera terminée. Et Jean-Paul Crespi s'est donc fait plein de copains. Et puis un reportage de Kim Merlet-Tréviot sur une exposition au Pinel du côté de la galerie Art by Friends. Exactement, à Annecy. Alors, il y a plus d'une centaine d'artistes qui ont travaillé sur ces opinels très spéciaux et très jolis. Donc, elle nous emmènera faire un petit tour tout à l'heure à la fin du JT. Merci Pauline, à tout de suite. C'est fini pour ce soir. Quant à nous, encore un grand merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'émission, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag Accès Direct. On se retrouve demain, même endroit, même heure. On parlera notamment économie des stations. Très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.